3, 2, 1. Here we go! Alors, rebonjour à toutes et tous, à vous qui étiez déjà avec nous ce matin, voire hier, à l'occasion de cette édition Cyclo Toulouse 2021. Vous qui nous rejoignez, bonjour et bienvenue pour cette conférence qui va débuter cet après-midi de ce jeudi 14 pour parler ensemble de l'eau en tant qu'énergie renouvelable. Avec un focus évidemment sur l'Occitanie qui nous accueille en tant que territoire particulièrement à l'avant-garde sur ce sujet, comme l'indique le titre de cette conférence. Nous parlerons maîtrise de l'énergie, nous parlerons production d'énergie renouvelable pour valoriser les services d'eau et d'assainissement. Et pour ce faire, je voudrais vous présenter nos invités, à savoir Florence Duclos, qui est ingénieure responsable du pôle transition énergétique Réseau 31. Accompagné de Julien Madel-Puech, qui est directeur territorial sud du même réseau 31. Vous nous parlerez justement d'optimisation énergétique, et notamment à travers le potentiel hydroélectrique des ressources en eau. Vous nous parlerez du projet en particulier que vous animez sur le canal de Saint-Martory, ainsi que d'utilisation d'énergie potentielle sur les sources de montagne utilisées pour l'eau potable. Voilà parmi les différents projets que vous portez aujourd'hui. Je passerai ensuite la parole à Julie Ducrot, qui est ingénieur process et traitement des eaux pour Toulouse Métropole. Métropole qui est déjà intervenue à travers vous et d'autres collègues. Vous nous parlerez plus précisément aujourd'hui de station d'épuration de Ginestou-Garonne avec un objectif de modèle énergétique d'autosuffisance, là aussi en énergie mise en service du projet Énergie Bio, projet de méthanisation dont vous nous parlerez un peu plus avant également. Nous sommes également en compagnie de Mathieu Sperandio, qui est directeur unité adjoint l'INSA, dont vous nous direz quelques mots en introduction tout à l'heure, j'imagine, pour nous présenter le projet Cirque Rural 4.0, qui concerne la conversion de petites et moyennes stations d'épuration des eaux usées en zone rurale, en installation destinée à la récupération des ressources. Et enfin, Rémi Dutard, qui est chef de service écologie au service écologie territoriale et énergie, la direction d'aménagement, urbanisme et habitat de Sicoval. Vous nous parlerez d'une boucle d'eau tempérée que vous avez appelée Enova sur la Bèche Toulouse. Je vous laisserai également le temps de nous présenter cela à travers vos différentes interventions et les diaporamas que vous avez bien voulu préparer à notre intention, à l'attention de nos auditeurs et nos spectateurs qui pourront, à travers le chat, comme pour chacune de ces sessions, intervenir, interagir avec vous et vous poser d'éventuelles questions sur le chat que nous essaierons de relayer, que vous pourrez prendre en compte aujourd'hui même ou ultérieurement pour répondre à toute question ou toute demande de précision utile. Alors Florence Duclos, je vous laisse commencer, peut-être Julien Madel-Puech également intervenir peut-être en guise d'introduction. Je vous laisse vous organiser pour cette présentation à deux voix pour nous parler de cette optimisation énergétique du potentiel hydroélectrique des ressources en eau que vous gérez. Tout à fait, bonjour. Peut-être pour représenter Réseau 31, donc collectivité territoriale et syndicat mixte ouvert à l'échelle départementale de la Haute-Garonne, qui regroupe environ 240 communes. Les grands axes de développement de la partie énergie renouvelable, mais d'abord, le cœur de notre métier, c'est quand même le grand et le petit cycle de l'eau, avec la production d'eau potable, le traitement des eaux usées. Donc ce sont des thèmes qui sont quand même très énergivores. On a besoin de beaucoup d'énergie pour produire de l'eau potable, pour la distribuer et également pour l'épurer. Également sur le grand cycle de l'eau avec la gestion du canal de Saint-Martory, vous en parlez tout à l'heure lors de la présentation, avec un potentiel assez important. Aujourd'hui, Réseau 31, c'est 20 gigawattheures par an de consommation électrique, ce qui est énorme, avec environ 2 500 000 euros de factures d'électricité qui sont payées. Donc ce sont des incidences fortes sur les budgets de notre collectivité. Il y a à peu près 550 points de livraison électrique et
fort de ce constat, on s'aperçoit qu'il a fallu, nous, essayer de trouver des solutions alternatives avec les ouvrages que nous avions et le potentiel que nous avions à maîtriser cette énergie et à faire en sorte qu'on puisse d'abord l'économiser et essayer de compenser derrière, après, toute cette partie énergétique. Je vais laisser Florence, après, continuer le propos là-dessus. Oui, donc comme vous le disiez, effectivement, on a une activité, notre cœur de métier est une activité énergivore. Et Réseau 31 s'est engagé depuis plusieurs années maintenant dans une démarche de transition écologique et énergétique. Cette transition, comment elle se met en place, elle suit plus ou moins le scénario Négawatt qui soutient et qui promeut la sobriété et l'efficacité énergétique et le développement d'énergies renouvelables. Pour la sobriété et l'efficacité énergétique, Réseau 31 agit sur ces ouvrages, techniquement pour rendre ces ouvrages plus efficients et plus efficaces dans les choix techniques qui sont mis en place. Par exemple, également dans la mise en place de variateurs sur nos pompes et nos moteurs. La recherche de fuite, par exemple, pour ne traiter au plus juste que l'eau dont on a besoin ou épurer l'eau nécessaire et pas l'eau de pluie. Mais également l'engagement dans des programmes européens. Alors, l'INSA développera tout à l'heure le projet circulaire, mais on a aussi mis en place l'Inflex. L'Inflex, qui est un outil de mesure dans nos stations d'épuration, qui permet de mieux identifier, via des mesures techniques, on optimise la phase d'aération, et cette phase d'aération qui est très énergivore sur nos stations d'épuration. Donc ce sont des exemples, ce n'est pas le cœur de ma présentation, mais pour compenser un petit peu ces consommations énergétiques, Réseau 31 s'est engagé à devenir producteur d'énergie renouvelable, et c'est un petit peu le cœur de ma présentation cet après-midi. Le programme d'énergie renouvelable, la principale, pour l'instant, action mise en œuvre, c'est le développement de l'hydroélectricité sur le canal Saint-Martory. Alors, ce canal Saint-Martory, c'est un canal qui part de Saint-Martory, qui est dérivé de la Garonne, en parallèle de la Garonne, et qui va aller jusqu'à Toulouse, un canal d'irrigation à la base, et qui est long d'environ 60 km. 60 km et 140 mètres de dénivelé. 140 mètres de dénivelé, mais aujourd'hui uniquement 36 exploités. Donc il y a quand même des stations hydroélectriques, oui. Mais voilà, un constat clair, il y a de la chute à exploiter et donc potentiellement de l'énergie à valoriser. C'est pour ça qu'en 2017, Réseau 31 a choisi de lancer une étude pour étudier et potentiellement valoriser ce potentiel. On a été accompagné par un bureau d'études qui s'appelle Green Power Design, à qui on a demandé d'identifier l'ensemble du potentiel sur ce canal. Selon un certain nombre de critères un certain nombre de critères. Précisé, au début, quand même, on leur a demandé vraiment de ne pas se brider et d'identifier tous les potentiels. 18 sites ont été identifiés et à partir de ces 18 sites, on les a passés au filtre de la faisabilité économique et de la rentabilité, faisabilité technique et la rentabilité économique. Et là-dessus, leur a demandé d'étudier plus en détail 7 sites. Sur ces 7 sites, des pré-études de faisabilité ont été faites, ont été menées, et 4 sites ont été retenus. Cette étude nous a permis, en 2018, de proposer à nos élus un programme de développement de l'hydroélectricité qui mènerait à terme, sur ce central, le développement de 9 centrales. 9 centrales hydroélectriques pour une puissance installée globale de 2,4 mégawatts et une production de 15 gigawattheures. Soit 15,6 gigawattheures quand on compare à nos 20 gigawattheures de consommation. Oui, c'est déjà un grand pas là, en avant. Là, on voit qu'on passe un grand pas. Ouais. Exactement. Ce programme, 2 axes, déjà optimiser l'existant, donc des 5 centrales déjà en place, et venir développer 4 nouveaux projets. En 2019, la validation politique a été faite et on est entré dans le cœur du sujet avec le lancement du premier projet. Ce premier projet qui est situé sur la commune du Fousseret, sur le site du Fond de Louge. Et c'est un projet un peu particulier parce que c'est un projet d'exploitation, d'ailleurs
prioritairement d'exploitation, un point nodal du canal pour l'exploitation, un endroit où il faut décharger absolument de l'eau décharger de l'eau pour l'exploitation, donc vers la Louge. Et il a été décidé d'équiper cette chute d'une centrale hydroélectrique. Et c'est intéressant de voir que par ce genre de projet, les énergies renouvelables peuvent devenir contributeurs du fonctionnement de ce canal. Ah oui. Donc, voilà. Très bien. Et on voit sur votre diapo également que vous avez finalement un programme assez ambitieux en la matière, puisque vous parlez d'équiper ou de réhabiliter ou d'optimiser une centrale par an, c'est ça? Voilà, exactement. Donc 8 centrales, c'est dans le temps. 9 centrales à terme, il y aura. 9 au total. Mais ouais. 9 centrales, donc soit rééquipées, soit optimisées, soit construire. Avec donc un plan pluriannuel d'investissement qui a été décidé de 1 centrale par an. Voilà. Donc voilà, le premier DCE a été lancé. On attend les réponses pour la fin du mois de janvier. Et l'objectif, en tout cas, est la première mise en service de cette centrale du fond de Louge en fin 2021, décembre 2021. Très bien. Voilà pour ce programme important. Un autre axe développé par Réseau 31, c'est l'hydroélectricité toujours, mais cette fois-ci sur les réseaux d'eau potable. Donc intéressant quand on a un syndicat d'eau potable et d'assainissement. 2 projets en cours, un peu plus avancés, celui de Baziège. Baziège s'est développé parce que la démographie de la commune se développant et les projets d'aménagement se développant, il y avait un besoin d'un nouveau réservoir. Et il y avait également sur cette commune donc, une volonté de développer une ZAC à énergie positive. Et donc, quand on a construit le projet de réservoir, on s'est dit, ah ben tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de créer aussi, d'être producteur d'énergie renouvelable sur ce réseau, sachant que ce réservoir va être alimenté, sera alimenté par un réservoir sous pression. Donc il y a 15 bars, pratiquement entre 15 et 20 bars d'énergie brute et qu'il fallait soit briser, soit dissiper pour remplir ces réservoirs. Donc cette énergie, autant, on s'est dit, autant l'exploiter et la transformer, donc cette énergie hydraulique, la transformer en électricité. Donc là aussi, une centrale, type centrale hydraulique classique? Non, alors pas classique. On a cherché un petit peu les technologies et on est parti sur quelque chose de très simple. C'est un pompage inversé. Donc c'est vraiment le principe de la pompe, mais à l'envers. Au lieu de consommer, elle produit de l'électricité. Elle a le fort avantage d'être peu chère. Pratiquement moitié moins de ce que des petites centrales que l'on avait vues au début. Et elle a la contrainte d'avoir un point de fonctionnement très limité. Elle n'accepte pas la variation de débit fort, parce que c'est comme un moteur, une pompe. Mais ce qui n'était pas si mal, parce que techniquement, le projet avançant, on a décidé de lisser le remplissage de ces réservoirs sur 24 heures. Donc pour des questions initialement de achat d'eau, mais qui finalement fonctionnaient très bien sur la technologie choisie. Donc on va lisser le remplissage des réservoirs sur 24 heures et ainsi produire de façon très régulière de l'électricité sur ces réservoirs. Le deuxième projet, c'est Montauban de Luchon. Montauban de Luchon, commune collée à Bagnères de Luchon, pour ceux qui y sont déjà allés, dans les vallées de la Haute-Garonne. Donc, avec une source qui est située à environ 1400 mètres d'altitude, différentes brises de charge qui existaient. Il y en avait 8 pour réduire la pression, parce que sinon, on aurait une pression très importante en bas. Donc, lorsque la commune a transféré la compétence à Réseau 31, elle avait déjà réfléchi à ce sujet-là. On a développé, nous, ce projet avec une chute d'environ 570 mètres entre la source et le village. Et l'idée, c'était de profiter d'un renouvellement de canalisation entre cette source et le château d'eau du village,
et aménager une centrale hydroélectrique au niveau du réservoir pour pouvoir optimiser cette énergie qui était perdue. Donc on va supprimer tous les brises-charges, renouveler les canalisations avec des canalisations très spécifiques qui sont des canalisations qui permettent de résister à des fortes pressions, plus de 55 bars, avec des contraintes particulières de montagne, avec des pentes très très fortes. On est vraiment en milieu assez particulier. Et essayer d'optimiser du coup cette énergie qui était perdue. Alors on est sur une étude, comme disait Florence également, qui a été faite par un bureau d'études. Niveau de rentabilité qui n'est pas aussi élevé que peuvent être certaines chutes du canal Saint-Martory, mais qui, voilà, c'est plutôt une volonté politique aussi d'optimiser, de ne pas perdre cette énergie et de boucler avec le renouvellement des canalisations d'eau potable cette centrale hydroélectrique. Et pour les plus techniciens d'entre nous, ça représente un potentiel de production de quelle nature, de quel ordre Alors, ça n'a pas encore été chiffré peut-être. Non, je vous dis, on est en fin d'AVP là. Enfin, on imagine le potentiel. Hein, oui, là, alors, effectivement, mais il n'y a pas un gros débit. Alors c'est vrai que la puissance électrique se calcule entre la puissance, donc la chute d'eau et le débit transitant. Et donc là, on est en cours d'analyse des débits pour voir le niveau de rentabilité et surtout le niveau d'amortissement. La puissance, je crois qu'à Montauban-Luchon, projeté, c'est 35 kW. Ouais, c'est ça. Et à Baziège, c'est 50 kW, dont 35 en autoconsommation et 15 en réinjection. En réinjection, d'accord. Baziège, on est quand même sur un retour sur investissement à moins de 10 ans. Oui, c'est ça, parce qu'on a une vraie production, voilà. un bilan positif. Je vous laisse continuer ou terminer votre présentation, si vous le voulez bien. Oui. Juste une dernière slide sur d'autres projets, sur la valorisation d'une part de nos boues. Donc on est un syndicat d'assainissement. On gère aujourd'hui à peu près 120 stations d'épuration. 120 stations d'épuration, c'est 2200 tonnes de matière sèche produites par an. Aujourd'hui, ces boues sont gérées, sont externalisées par un retour à la terre, soit l'épandage, soit le compostage. La crise du Covid a mis en exergue un petit peu cette fragilité avec des problèmes pour le retour à la terre. Il y a ce qui entre dans une démarche et une volonté de gérer, peut-être internaliser cette gestion, valoriser nos boues. Et un premier projet de méthanisation va voir le jour à Haute-Rive. Il y a un besoin, une reconstruction d'une steppe de 25 000 équivalents habitants auquel va être adossé un projet de méthanisation. Voilà. Et qui intégrera une réflexion un peu plus globale de ce que fait-on de nos boues au niveau du territoire, et voilà, et comment on travaille sur cette valorisation et cet équilibre entre retour à la terre et valorisation énergétique. D'accord. Et juste pour préciser les choses, vous envisagez comment le dimensionnement de l'unité de méthanisation, juste pour les besoins locaux ou éventuellement pour accueillir d'autres boues? Effectivement, non. Elle sera adossée à cette station d'épuration, voilà. Mais elle viendra à un gisement beaucoup plus large pour accueillir d'autres boues. Très bien. Voilà, et puis un petit point quand même aussi sur le photovoltaïque. Alors, ce n'est pas notre cœur de métier, mais cependant, via notre activité, on a finalement un riche patrimoine bâti et parcellaire. Aujourd'hui, le photovoltaïque, c'est une réalité pour tous nos sites isolés, notamment dans les montagnes, les territoires du Sud. Aussi, par exemple, le long du canal Saint-Martory, un peu isolé, où on a besoin d'électricité pour alimenter nos points de mesure, par exemple. Donc ça, c'est une réalité. Et puis de l'opportunisme, c'est pas très joli, mais sur des projets qui sont en train de sortir. Donc là, on se dit une réflexion tout de suite, c'est-à-dire est-ce qu'on n'intègre pas directement des panneaux photovoltaïques, mais demain, une volonté de lancer une étude au niveau du territoire également pour se dire qu'est-ce que l'on fait de façon un peu plus automatisée et puis généralisée, comment on développe le photovoltaïque sur notre territoire et notre patrimoine. Merci. Peut-être pour conclure les différents enjeux, les enjeux environnementaux, d'abord avec une transition indispensable dans le cadre du développement durable. On se doit d'économiser l'énergie et de trouver des solutions pour compenser. Un enjeu politique, il y a clairement, stratégiquement et territorialement, on est implanté et on fait partie intégrante du territoire et on se doit de développer cette partie politique et répondre aussi à la volonté des élus, en particulier le président Vincini, de travailler sur ces axes d'énergie renouvelable via le canal, via tous ces projets qu'on vous a présentés.
Même si on n'est pas sur des projets qui sont d'une rentabilité extrême, contrairement à des privés qui peuvent avoir des niveaux de rentabilité beaucoup plus importants quand ils montent des projets. Nous, on est quand même sur des projets de collectivité avec un équilibre financier, je dirais, un peu plus, mais une rentabilité moyenne. Un enjeu stratégique, hein, on a l'opportunité... Avec quand même un certain niveau de retour sur investissement que vous intégrez quand même dans vos réflexions. Hein. Toujours, mais c'est vrai que quand on compare à un privé qui attend une retour sur investissement à 5-6 ans, nous on est sur 10-12 ans voilà, sur nos projets. Juste une précision pour les plus profanes de l'énergie, puisqu'il y a beaucoup de spécialistes de l'eau qui nous écoutent. Pour ceux qui ne sauraient vraiment pas ENR, on parle bien d'énergie renouvelable. Hein. Oui, au sens large, je vous en prie. Un enjeu stratégique, effectivement, Réseau 31, et, avec le canal de Saint-Martory et l'opportunité de cette exploitation. L'opportunité, elle vient surtout du fait qu'il y avait une centrale hydroélectrique existante et que certains privés exploitaient des chutes avec des droits d'eau sur le canal. Et l'idée a émergé de cette problématique-là, du fait que ça existait déjà et qu'on s'est dit il faut travailler ce sujet-là, il faut avancer sur cette problématique et il y a un vrai potentiel qu'il faut développer. Après, il y a la maîtrise en fait de nos filières de traitement par le traitement des boues, on parlait de méthanisation et autres. Ça, c'est très important sur ce côté-là. Et puis également être un acteur de la région énergie positive, puisqu'on est un consommateur important, on le disait. Et là, voilà, c'est une particularité. Et la dernière, c'est l'enjeu financier. Même si j'ai mis beaucoup de bémols dans mon propos juste avant, l'enjeu financier, il permet quand même sur les projets en eau potable d'optimiser la dépense, parce qu'il y a quand même une revente d'électricité, donc une recette pour nos budgets d'eau potable ou d'assainissement, et également sur le canal de Saint-Martory, le canal qui date de 1850 environ, et qui a besoin tous les ans d'être réhabilité avec des travaux de génie civil importants. Et le financement, il faut le trouver pour qu'il y ait une péréquation entre les dépenses qui sont nécessaires pour la collectivité et puis les recettes nécessaires également pour les investissements globaux. Merci Monsieur Madelpech. Nous aurons bien compris toute la cohérence de cette réflexion globale et puis ce lien effectivement entre l'eau et l'énergie, ce qui n'est pas évident a priori, mais on voit très bien effectivement à travers votre premier retour d'expérience tout l'intérêt de réfléchir à ce genre de solutions. Je propose de passer à notre deuxième retour d'expérience, le deuxième témoignage, celui de Julie Ducrot, ingénieure process et traitement des eaux à Toulouse Métropole, qui va nous présenter le cas de cette station d'épuration de Ginestous-Garonne, avec comme objectif un modèle énergétique, là aussi, d'autosuffisance en énergie, avec cette mise en service du projet Énergie Bio, là aussi avec un cas de méthanisation, un exemple de méthanisation. Je vous laisse nous présenter les choses un peu plus précisément que je ne l'aurais fait en introduction. Bonjour à tous, merci. Donc moi je vais enchaîner sur la méthanisation et quasiment exclusivement la méthanisation avec le projet porté par Toulouse Métropole que nous avons nommé Énergie Bio, qui est la construction d'une unité de méthanisation des boues et de valorisation du biogaz sur le site principal d'épuration de la métropole, qui est la station d'épuration toulousaine, qui reçoit des eaux usées de Toulouse et des communes avoisinantes, et qui représente une capacité nominale de 950 000 équivalents habitants. Je vous ai mis donc sur cette première diapo. À gauche, vous avez la photo du projet, donc intégré à la station d'épuration, et à droite, le projet qui n'en est plus vraiment un. Là, on est sur du concret, c'est l'installation telle que construite. Voilà, pour vous situer un tout petit peu dans le temps, on a été sur une première injection de biométhane dans le réseau de gaz, donc je vais vous présenter en suivant, le 24 septembre 2020. Donc, la chronologie de ce projet, c'est un projet qui a émergé vers 2010, donc par une première réflexion de la métropole sur le bien fondé d'une méthanisation, de l'intégration d'une méthanisation sur le site de Ginestous-Garonne, à savoir que Ginestous-Garonne avait déjà accueilli des digesteurs il y a plusieurs dizaines d'années qui ont été réhabilités en de simples ouvrages d'épaississement. Donc finalement, c'est une technologie qui avait été abandonnée et c'est vrai qu'il est revenu au goût du jour, qui présente beaucoup d'intérêt pour les boues, en termes de stabilisation des boues, de réduction des boues. Mais aujourd'hui, depuis plusieurs années, la valorisation du biogaz avec une possibilité donc d'injection sur le réseau public GRDF.
le projet s'est concrétisé en 2015 avec le lancement opérationnel du projet par le Conseil métropolitain. Et ensuite, c'est allé assez vite. Le projet s'est déroulé rapidement pour tendre vers un objectif qui était en fait une mise en service de l'installation au moment du changement d'exploitant de la station d'épuration. Voilà, la ville de Toulouse était gérée en termes d'exploitation pour la partie assainissement depuis 30 ans par la société Veolia. Et fin 2018, début 2019, le nouveau marché d'exploitation a été attribué à Suez, donc qui a pris en main l'exploitation de la station d'épuration de Ginestou à compter du 1er mars de l'année dernière, 2020. Donc voilà, l'objectif était de s'inscrire dans le calendrier de changement de délégataire. Donc en 2016, l'AMO, donc le cabinet Merlin, a été retenu et a lancé les études. Puis en 2017, fin 2017, le marché a été attribué à un groupement d'entreprises porté par l'entreprise OTV, donc groupe Veolia. 2018, phase d'autorisation administrative, donc enquête publique pour obtenir l'arrêté d'autorisation, permis de construire pour un démarrage des travaux début septembre 2018. Des travaux qui se sont effectués tout fin 2018 et toute l'année 2019, et nous sommes en mise en service depuis un peu plus d'un an, la crise sanitaire n'ayant pas aidé, bien évidemment. Donc l'installation a commencé en termes de mise en service un tout petit peu avant le premier confinement. Et là, aujourd'hui, nous sommes sur une installation qui est en fin de montée en charge. Donc les données techniques principales que je peux vous présenter, donc c'est une installation qui comprend donc, une hydrolyse thermique, un conditionnement des boues en amont de la digestion, donc, qui permet en fait d'améliorer la digestion des boues dans les digesteurs en les montant en température et en pression dans des sortes de cocottes minutes. En fait, on récupère les boues épaissies et on les monte à 140 degrés, 4 bars, avant de les envoyer dans les digesteurs. Une partie des boues est envoyée en direct dans les digesteurs puisqu'elles ont un fort potentiel méthanogène. Et donc, une grosse partie est envoyée sur cette hydrolyse thermique. Donc, ça fait partie des technologies qui ont été mises en place sur cet équipement. Ensuite, une autre technologie vraiment importante à préciser, donc, la purification du biogaz en biométhane. Donc, sur Ginestou, il a été mis en place un traitement de l'H2S sur 2 étapes, un abattement biologique puis un affinage sur filtre charbon actif. La séparation CO2-CH4. Donc nous, l'objectif est de récupérer du CH4 à 98% de CH4 pour l'injecter dans le réseau de GRDF. Le biogaz, c'est un gaz composite avec plusieurs gaz, dont des gaz indésirables, bien sûr. Voilà, donc le biogaz, il est constitué principalement de CH4, d'H2S et de CO2. Donc la première étape est d'éliminer l'H2S. Donc, on a 2 étapes de traitement pour cela. Et ensuite, on passe donc dans une unité membranaire pour séparer le CO2 du CH4. Et on récupère le CH4 donc, pour l'injecter sur le réseau GRDF. Donc, on s'est raccordé sur un réseau GRDF qui est basé sur fond d'air. Et on est allé chercher, moyennant quelques mètres linéaires de conduite de gaz, un réseau moyenne pression, puisque pour pouvoir injecter en permanence ce qu'on produit. Si on était resté sur du basse pression, il y a des moments l'été, lorsque le chauffage, les besoins en termes de consommation sont moindres, on n'aurait pas pu injecter tout ce qu'on produisait, donc ce qui aurait été quand même dommage. Donc on est allé chercher le réseau moyenne pression. Une autre technologie qui a été nécessaire sur cette installation, c'est de rajouter un traitement des centras. Donc, c'est-à-dire que les boues digérées, une fois déshydratées, produisent donc on récupère des centras de déshydratation, donc l'eau issue de la déshydratation des boues, très, très chargée en azote du fait de la digestion. Et compte tenu du niveau réglementaire que nous devons respecter au niveau du rejet en Garonne, il a fallu rajouter un traitement de l'azote en plus. La station d'épuration seule n'aurait pas pu abattre la charge d'azote produite du fait de la digestion des boues. Donc nous avons rajouté un traitement biologique par culture libre fixée sur l'installation. En termes d'énergie renouvelable, il est à noter que
bactéries de ce traitement biologique culture fixée sont chauffées et l'énergie est récupérée à partir du compresseur de gaz. C'est-à-dire que le compresseur gaz, pour monter en pression le gaz, pour l'injecter sur le réseau GRDF, qui fait une petite puissance de 500 kW, on récupère son énergie via un échangeur à chaleur pour chauffer le bassin qui s'appelle l'ouvrage Anitamox, le traitement des... Et pour entretenir la réaction biologique. Voilà, pour que ce soit les bonnes bactéries qui se développent. Elles, en l'occurrence, elles ont besoin d'une température confortable. Et puis en ce moment, il fait froid, donc il a fallu les réchauffer. Alors, je vous interromps souvent par curiosité, mais je ne voudrais pas consommer le temps qui vous a été imparti. Je vous laisse dérouler. Pas de souci. Donc les chiffres, 2021, donc nous attendons une production de biométhane de 51 gigawatts sur l'année. Pour dire, donc, puisqu'on parle aujourd'hui d'énergie renouvelable et puis de tendre vers l'autoconsommation, actuellement, la consommation, donc électricité et gaz confondus sur Ginestou, on est plutôt sur 55-60 gigawatts. Donc la première année est attendue 51 gigawatts donc de production équivalente biométhane, mais voilà, sur les 10-15 années à venir, il est prévu de monter la démographie de Toulouse, faisant que, de toute façon, nous allons produire de plus en plus de biométhane. Et l'autre gros intérêt que je présentais pour la méthanisation est la réduction des boues. Voilà, donc la méthanisation avec l'hydrolyse thermique telle qu'elle est installée nous permet d'atteindre aujourd'hui une élimination de la production de boue de 50% par rapport à ce qui a été produit sur la station. Donc aujourd'hui, en termes de traitement des boues, de traitement final des boues sur Ginestou, cela permet de fermer l'actuelle plateforme de compostage des boues, qui est à l'origine de nuisances olfactives. Donc je pense que c'est quelque chose pour lequel tout le monde est favorable dans le quartier. Ouais. Donc très prochainement, ça y est, elle est quasiment plus alimentée. Donc la plateforme de compostage des boues de Ginestou. Donc c'est un bénéfice qualitatif qui ne figure pas dans votre tableau quantitatif, mais qui est à voilà. évoquer également. En termes de qualité de vie, l'installation de méthanisation permet déjà une diminution des nuisances olfactives sur le quartier. Les indicateurs économiques, pour vous présenter rapidement donc, le projet, c'est un projet qui se chiffre à peu près à 28 millions d'euros, avec des aides financières conséquentes, une participation de l'ADEME à 900 000 euros, de l'Agence de l'eau à plus de 8 millions d'euros et de la région à près d'1,5 million. En coût d'exploitation, on est de l'ordre d'1,2 million par an les premières années. Et donc, pour 51 gigawatts vendus la première année, on attend 3,75 millions de recettes. Okay. Donc c'est un projet fortement générateur de recettes économiques. Pour parler vraiment énergie renouvelable et autoconsommation, donc à l'horizon 2025, nous attendons l'autosuffisance de l'usine de dépollution des eaux usées de Ginestou-Garonne grâce notamment à ce projet, l'arrêt de la plateforme de compostage qui évidemment est consommatrice d'énergie, plus d'autres projets comme Réseau 31. Voilà, il est prévu l'installation de panneaux photovoltaïques aujourd'hui qui sont prévus en autoconsommation puisque la vente d'énergie solaire n'est pas le plus intéressant aujourd'hui. Beaucoup d'efforts aussi prévus sur l'exploitation de la station d'épuration, notamment optimiser les coûts énergétiques de l'aération ancienne, puisque Ginestou est une usine qui a commencé à être construite en 1954. Donc on a des anciens ouvrages qui sont très fortement consommateurs d'énergie. Donc voilà, il est attendu donc 2025 une autosuffisance et en 2031, donc à l'issue du contrat actuel d'exploitation, les chiffres attendus sont une production d'énergie supérieure à 65 gigawatts sur Ginestou pour une consommation d'énergie inférieure à 50 gigawatts. Donc ce sont les engagements pris par le délégataire Suez et sa filiale Astéo, sa société dédiée Astéo aujourd'hui. Donc
une grosse brique, en tout cas, en termes d'économie circulaire et de... Et compte tenu du solde positif qui transparaît sur votre diapo, on comprend que vous n'êtes pas loin, effectivement, de devenir une référence européenne en la matière, puisque le solde est vraiment très, très favorable. Voilà, à ce jour, en termes de quantité de raccordement sur le réseau GRDF, Toulouse Ginestou est la station d'épuration numéro 1 en France en termes de débit raccordé sur le réseau GRDF. Et le troisième producteur, tout méthaniseur confondu. Donc c'est vrai que compte tenu des objectifs de la région Occitanie en termes d'économie d'énergie et de développement des énergies renouvelables, dans son objectif méthanisation, enfin énergie à partir de biomasse, c'est vrai que Ginestou représente une brique intéressante. Merci beaucoup, Madame Ducrot. Vous avez encore une juste précision. Rajouter la petite vue sur la méthanisation depuis le circuit de visite. Donc, en ce moment, crise sanitaire oblige, l'usine n'est pas accessible au public, mais c'est une usine visitable. Il est facile de prendre rendez-vous sur Internet pour la visiter, à savoir, ou de se rapprocher de moi pour les professionnels. Voilà. Et l'unité de méthanisation est vraiment intéressante à voir, mais toute l'usine dans sa globalité. Mais je crois que vous n'aurez pas besoin de faire beaucoup de publicité pour avoir des demandes, des sollicitations pour de prochaines visites. Merci beaucoup, Madame Ducrot. Je vous propose d'enchaîner sans transition avec la présentation de Mathieu Sperandio, qui est directeur d'unité adjoint à l'INSA. Je vous laisserai rappeler évidemment les missions de l'INSA, ce qu'est l'INSA et ses missions, ce que sont ses missions. Nous l'avons évoqué à plusieurs reprises. Vous allez nous parler du projet Cirque Rural 4.0. Je vous laisse nous en dire plus. Merci. Donc, merci Mathieu Sperandio. Donc, effectivement, je suis professeur et donc chercheur à l'INSA de Toulouse, donc un établissement public de formation, une école d'ingénieurs du réseau INSA. Et je suis également directeur unité adjointe de l'unité qui est un laboratoire de recherche, qui est le laboratoire de recherche TBI, donc Toulouse Biotechnology Institute. Et effectivement, aujourd'hui, donc, je vais vous parler des questions et d'un projet, notamment pour illustrer mon discours sur les économies d'énergie dans le traitement des eaux usées. Pour présenter un peu nos activités, je dirais d'abord que les programmes de recherche que nous menons sont clairement avec beaucoup de partenariats avec l'extérieur, notamment des entreprises, mais aussi de plus en plus des collectivités, des syndicats, et en particulier, vous le verrez tout à l'heure, avec actuellement Réseau 31, sur un programme sur les zones rurales. Ces illustrations sur le traitement des eaux et ces stations d'épuration me permettent juste de rappeler que finalement le principe de base des stations d'épuration qui a été développé depuis une centaine d'années et qui a bien sûr beaucoup évolué, reste quand même basé sur un principe qui est de dégrader de la matière organique, celle qui est transportée par nos eaux usées. Et à ce titre, comme on l'a dit tout à l'heure, elle consomme de l'énergie par le biais en particulier de l'aération qui permet d'intensifier la dégradation par les micro-organismes de nos matières organiques. Alors, l'une des ruptures, c'est effectivement d'essayer de produire de l'énergie avec cette matière, parce que paradoxalement, cette matière, alors qu'on consomme de l'énergie pour la dégrader, elle contient de l'énergie, et la méthanisation est un outil. Mais malheureusement, le fait que nous diluons finalement nos matières organiques dans les eaux, toutes les eaux que nous utilisons, rend possible la méthanisation que sur une partie des flux, notamment les boues et uniquement les boues, et nous continuons à devoir consommer de l'énergie pour traiter les eaux usées. La plus grande rupture, je crois, sur laquelle on travaille et qui peut paraître encore un peu utopique, mais qui commence à voir le jour, c'est l'idée qu'à terme, peut-être nous ne mettrons pas non plus nos eaux usées issues des toilettes, nos déjections, l'urine, vers ces réseaux d'assainissement et ce tout à l'égout, et qu'on pourra dévier ces flux pour mieux les valoriser. Mais aujourd'hui, clairement, les stations sont centralisées, et donc on doit chercher à les optimiser et à réduire leur consommation d'énergie et à chercher à en produire avec ces matières. Alors, pour commencer, je dirais qu'à mon sens, la réduction des consommations dans tous les projets qu'on mène sont basés finalement sur 3 piliers. Il faut travailler avec l'expertise des opérateurs qui ne cessent, je pense, d'augmenter au fil des années, au fil des contraintes aussi qui sont imposées sur l'assainissement. Il y a aussi l'évolution naturelle des équipements, des technologies et de l'instrumentation qui a beaucoup évolué aussi ces dernières décennies. Et puis, il y a la question de la gestion de l'information, comment cette information est traitée, comment elle va être transformée pour qu'elle puisse être utile dans l'opération et dans la régulation de ces systèmes, en particulier de l'aération.
Alors, les enjeux sont multiples. On parle d'énergie, mais en fait, dans la plupart des projets, on se rend compte qu'on est sur des approches multi-objectifs. On a besoin de moins émettre de gaz à effet de serre. Et l'énergie n'est pas le seul vecteur de consommation de gaz à effet de serre. Les économies sur les produits chimiques, notamment, sont aussi très importants. Ils ont des impacts lors de leur fabrication. Et puis, pour finir, un autre grand paradigme, c'est le fait que l'économie circulaire et la valorisation des produits issus de l'assainissement est de plus en plus recherchée, notamment la valorisation du phosphore, par exemple, pour la fertilisation, pour refaire des fertilisants. Mais on peut aussi penser à terme recycler l'azote et bien sûr valoriser l'énergie de la matière organique. Alors, le projet Cirque Rural que j'illustre aujourd'hui, ce projet, c'est un programme Sudway, donc Interreg, un programme européen, dans lequel nous collaborons avec Réseau 31 notamment, mais il y a une dizaine de partenaires français et espagnols. Et on voit que les enjeux sont multiples. Il y a la question du phosphore, un meilleur traitement, une valorisation du phosphore. Il y a la question des économies d'énergie, de réduire les réactifs chimiques, et notamment ceux qui sont utilisés pour le traitement du phosphore. La réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et les différents partenaires ont des approches assez multiples. Il en existe une notamment, puisqu'on est sur les zones rurales, qui consiste à évaluer les projets de méthanisation centralisée à partir de ressources qui sont donc déplacées sur un territoire et réunies sur un site lorsqu'on a une multitude de petites stations rurales. Donc ça fait partie des choses qui sont par exemple évaluées en Espagne et au Portugal. Dans notre cas, on travaille plus particulièrement sur le phosphore et sur la question de l'énergie. Alors, la méthodologie qui a été déployée avec Réseau 31, ça a été d'abord d'instrumenter une station d'épuration, qui est celle de Villefranche de Lauragais, avec le déploiement de capteurs en ligne sur les phosphates, l'azote, les nitrates, l'ammoniac, les matières en suspension, et puis des choses plus conventionnelles, comme l'oxygène dissous, le pH redox. D'utiliser ces capteurs et ces mesures pour développer des modèles, pour pouvoir ensuite calibrer et simuler des scénarios de gestion, qui à la fois prennent en compte le devenir du phosphore, de l'azote, mais aussi du fer qui est apporté dans ces stations pour traiter le phosphore, éventuellement du soufre aussi, on parlait d'H2S tout à l'heure, il y a des réactions avec le soufre, et de faire évoluer un système de régulation de l'aération qui s'appelle un flex, on l'a évoqué tout à l'heure. Un flex est un système qui permet de gérer de manière optimale l'alternance entre les moments d'aération et les moments d'anoxie qui permettent de faire la nitrification et la dénitrification. Donc on cherche à développer et à optimiser ce capteur dans le but d'avoir simultanément une meilleure élimination biologique du phosphore, tout en garantissant les objectifs d'un flex qui sont toujours de réduire la consommation d'énergie. Et on atteint avec cet outil sur des stations de l'ordre de 10 à 30% d'économie sur l'aération, et bien sûr de garantir la qualité d'eau en sortie. L'autre volet consiste à essayer de récupérer le phosphore, en particulier avec le fer, puisqu'on est sur des systèmes qui utilisent toujours des sels métalliques pour traiter une partie du phosphore. Et donc on cherche à développer des nouveaux produits qui seraient issus de cet assainissement et des fertilisants qui seraient plutôt des phosphates de fer plutôt que d'autres alternatives qui ont été étudiées jusqu'à présent. Alors je dirais pour conclure que dans ce programme, l'une des grosses activités aussi qui est à noter, c'est le fait qu'on a partagé de manière centralisée des données avec une interface qui est commune à tous. Et je crois que ça, c'est aussi une évolution très claire dans ce domaine, c'est que dès lors que l'on peut centraliser l'information, la rendre facilement accessible en ligne, eh bien, ça facilite énormément les interactions et la réactivité entre les opérateurs et les experts. Et je crois que sur ce projet, on a également beaucoup progressé grâce à ça. Et l'une des perspectives de l'outil qu'on a développé, c'est aussi de créer un capteur logiciel, c'est-à-dire de mettre aussi de l'intelligence artificielle dans le traitement des signaux qui va permettre de simplifier l'information et de transformer l'information pour l'opérateur pour que tous ces signaux, puisque c'est énormément de données, apportent des informations simplifiées aux opérateurs pour guider finalement la réaction dans la régulation, notamment de l'aération, mais aussi de la purge de boue ou d'autres activités. Voilà, donc je pense que c'est aussi une perspective importante dans ce projet et je conclurai sur cette idée. Merci beaucoup, Monsieur Sperandio. Nous reviendrons vers vous probablement pour préciser tel ou tel point qui pourrait intéresser
certains de nos auditeurs ou spectateurs. Nous allons compléter ce tour d'horizon des retours d'expérience sur ce thème avec Rémi Dutard, donc chef du service écologie territoriale et énergie à la direction aménagement, urbanisme et habitat de Sicoval. Voilà, je vous laisse nous présenter à la fois Sicoval, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, ainsi que le projet qui nous intéresse aujourd'hui. Oui, donc on a vu depuis le début de ce plateau le lien entre l'eau et l'énergie au travers de l'assainissement, de l'eau potable. Là, moi, ce que je vais vous présenter, c'est une approche, pas de spécialiste de l'eau, justement, plutôt une approche en lien avec l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Ici, la présentation, je vais commencer par vous expliquer un peu la façon de prendre en compte l'énergie au niveau de notre communauté d'agglomération. Là, vous avez une situation de notre agglo, donc le Sicoval, au sud-est de Toulouse, donc 70 000 habitants, 80 000 habitants, donc beaucoup plus petit que Toulouse, beaucoup plus rural, mais avec des enjeux énergétiques aussi importants. Et donc, notre entrée, elle est plutôt à travers l'énergie, et l'eau, on l'a identifié comme un outil qu'on pouvait utiliser. Donc le Sicoval, c'est une communauté d'agglomération qui a une culture autour des métiers de l'environnement, mais pas que, et qui, à travers différentes entrées pour intervenir sur le domaine de l'eau. Donc l'eau potable et l'assainissement. On travaille avec Réseau 31, évidemment, sur notre territoire. L'entretien des rivières, la compétence GEMAPI, le pluvial, et au-delà, les réseaux de chaleur. Donc là, on va parler de l'eau, mais dans le cadre de réseaux énergétiques. Donc l'idée, c'est de comprendre que la démarche, on n'a pas une compétence eau, on a beaucoup de compétences liées à l'eau, mais on a une entrée politique au niveau du changement climatique, de la limitation du changement climatique et de l'adaptation de notre territoire. Et donc depuis les années 2000, notre territoire s'est engagé dans beaucoup de démarches en lien avec le développement durable, donc Agenda 21, territoire énergie positive, Citergie, contrat de transition écologique. Donc toutes ces démarches ont permis de développer des projets sur notre territoire. Les plus anciens, je ne vais pas les présenter ici, mais ce sont des réseaux de chaleur à base d'énergie bois, mais toujours avec un vecteur d'énergie qui est l'eau. Donc on parle de réseau hydraulique. Ce que je vais vous présenter ici, c'est plutôt une opération qu'on est en train de développer. Les études sont bien avancées. Et donc vous allez voir lors de cette présentation moins des plans énergétiques ou des plans des photos d'ouvrages hydrauliques, mais plutôt des illustrations en lien avec l'aménagement du territoire. Donc pour ceux qui connaissent le sud-est de Toulouse, il y a une zone d'activité qui s'appelle Enova, anciennement la Belginopole, et qui est en train d'être reconstruite sur elle-même. Donc c'est 300 hectares de zone d'activité, une des plus grandes d'Occitanie, qui est en train d'être reconstruite. Et donc dans ce projet-là, qui est intégré à une démarche plus globale, où on est sur des réseaux intelligents de gestion de l'énergie, on a un macro-lot, donc celui qui est en couleur là sur cette illustration, qui est dédié au numérique, à l'informatique, à la recherche. Et donc sur ce quartier-là, on développe une boucle d'eau tempérée. Tempérée, ça veut dire que nous, on ne va pas rajouter de l'énergie sur le réseau. On ne va pas utiliser le réseau qu'on va chauffer pour alimenter des bâtiments. On va utiliser la température de ce réseau qu'on obtient naturellement. Je vais vous expliquer comment. Donc pour nous, on a l'eau et le sol qui sont la ressource énergétique, et l'eau dans notre réseau qui est le vecteur énergétique. Donc le programme de la boucle d'eau tempérée, on est sur une séquence de construction d'à peu près 90 000 m² de surface planchée, donc de bâtiments tertiaires, donc ce qui est très conséquent en termes de construction, avec un peu de résidentiel et d'hébergement et de commerce, et principalement des bâtiments de bureaux, donc bâtiments de recherche et d'études. Donc le principe de la boucle d'eau, alors Enova, mais c'est le principe de la plupart des boucles d'eau. La particularité de celle-ci, on va le voir, c'est sa taille. Le principe, c'est d'aller chercher via des pieux. Donc nous, dans notre cas, c'est aux alentours des 150 mètres de profondeur, avec à l'intérieur de ces pieux un circuit d'eau qui circule et qui va chercher les calories sous terre. Et remonte ces calories sur le réseau et la boucle d'eau principale qui a à peu près 1,50 m de profondeur. Donc là, on se rapproche vraiment d'un réseau hydraulique assez classique, sauf qu'il n'est pas en pression. Enfin, il a une petite pression, mais ça n'a rien à voir avec un réseau d'eau potable.
et il est en circuit fermé. Tout ce qu'on vous présente là est en circuit fermé. Donc on a plus des circulateurs que des pompes de mise en pression. Ce réseau, on le voit sur le schéma de droite, il passe au pied de chaque bâtiment, et chaque bâtiment en fait, se sert en calories sur ce réseau via des pompes à chaleur. Donc en fait, le réseau de la boucle d'eau tempérée, c'est le système d'amener d'énergie au pied de chaque bâtiment. Comme si chaque bâtiment avait sa chaufferie, et au lieu d'aller chercher les calories dans l'air ou sur un système propre au bâtiment, il se sert sur le réseau public collectif qu'on met à disposition au pied de chaque bâtiment. L'intérêt, c'est qu'avec les mêmes calories qu'on prend dans le sol, donc on a un réseau d'eau qui est entre 15-30 degrés, ça dépend des étapes, on peut fournir un service à la fois de chauffage, mais aussi de rafraîchissement. Donc vous l'avez vu dans la programmation du projet, on est sur 90 000 m² de bâtiments et du tertiaire. Donc on sait aujourd'hui que sur ce type de bâtiment, le tertiaire en particulier, le rafraîchissement, c'est quelque chose qui est presque plus important que le chauffage. Même si peut-être ces jours-ci, on a envie de chauffage, mais globalement, sur une année de consommation, le rafraîchissement est très important. L'intérêt pour nous, c'est aussi qu'avec ce double service, c'est qu'en été, on peut recharger en calories le sol. On prend des calories en hiver. Et en été, vous pouvez restituer. On peut restituer des calories dans le sol. Donc, même si ce n'est pas neutre pour la vie thermique du sol, globalement, on a un cycle qui est plutôt neutre. Donc voilà aujourd'hui le principe de fonctionnement de la boucle. Donc là, c'est un schéma plus technique, mais c'était juste pour illustrer un peu quelques chiffres sur le fonctionnement. Donc on est sur un chantier d'à peu près 300 à 350 forages à 150 mètres de profondeur. Ah oui, quand même. Oui. Donc, c'est pas un serpentin dans le jardin, là. Non. C'est, en fait, le réseau de 2 km de long... On est quasiment dans la géothermie, là. C'est l'utilisation de la géothermie. Alors, on est en moyenne profondeur. On entend parler ces temps-ci de certains projets à plus grande profondeur vers l'Alsace qui posent quelques problèmes. Voilà. Ouais. Donc, on n'est pas sur cette technologie-là. Nous, on ne va pas à 1500 mètres chercher de l'eau chaude. Nous, on reste à 150 mètres. Et notre circuit est fermé, donc on prend juste des calories dans le sol où on en restitue. 300 à 350 forages, pour vous donner un ordre d'idée. Quand le chantier va démarrer, je vous donnerai des éléments de planning tout à l'heure, on risque de mobiliser toutes les capacités de forage d'Occitanie. Ah oui. C'est donc ce qui n'est pas réaliste. Ah oui. Donc, du coup, il va falloir aller chercher un peu plus large que l'Occitanie pour avoir des groupements de foreurs. 2 km de réseau, au final, c'est un réseau qui est assez court. On est quand même avec une forte densité de bâtiments et de consommation. Et donc une puissance, on parlait de gigawatts tout à l'heure, en termes de production, nous on est sur un système qui est pas de cet ordre-là. Il y a la boucle d'eau elle-même qui va être complétée par des énergies fossiles pour assurer les pics ou le fonctionnement en cas de panne, mais la boucle d'eau elle-même, elle est plutôt de l'ordre de 2 MW de puissance. Donc on voit qu'avec ce système-là, on est capable d'amener chauffage, rafraîchissement avec une énergie renouvelable à près de 100 000 m² de surface plancher. Voilà l'idée de cette présentation. Jusqu'à présent, on était sur une entrée, on va dire, un peu plus métier. Et l'eau, c'est un super vecteur en termes de production d'énergie ou d'utilisation et de production d'énergie renouvelable, de production de gaz. Là, l'idée, c'est plutôt de s'en servir comme un vecteur. Donc les données de dimensionnement, très rapidement, 2 km de réseau, je l'ai dit, la puissance, donc géothermie plus appoint secours au gaz. On n'arrive pas totalement à s'affranchir des énergies fossiles. Après, au niveau du SICOVAL, vous l'avez vu, on a un plan climat territorial, on a pas mal de démarches globales, et donc on est aussi sur la mise en place d'unités de méthanisation territoriale, cette fois-ci pas dédiée à une ressource méthanisable comme les boues, etc. Là, ça serait plutôt une entrée territoriale au niveau des déchets agricoles et alimentaires. Donc on a aussi un développement de la mobilité biogaz, etc. Donc la Point Secours Gaz, aujourd'hui, il est conçu avec un branchement classique au réseau de gaz. Et globalement, à l'échelle du territoire, on développe l'approvisionnement en biogaz sur nos réseaux. Le budget d'investissement, 7 à 8 millions d'euros. Alors, c'est une grosse marge, 1 million d'euros. Mais c'est parce qu'on est en train de finaliser les étapes de maîtrise d'œuvre. On a une assistance à maîtrise d'ouvrage, je ne l'ai pas cité, c'est une erreur, excusez-moi, c'est l'AREC, l'Agence régionale énergie et climat, qui est notre AMO sur ce projet et qui est notre partenaire même au-delà de ce projet-là. Et donc sur 2021, on est en train de finaliser les dernières études techniques et les lancements de marché de maîtrise d'œuvre. Donc travaux en 2022 et livraison estimée en 2023. Ce qui est
assez court finalement, compte tenu de l'ambition du projet. Alors, le projet est ambitieux en taille, en nombre de forages. La technologie est quelque chose quand même d'assez éprouvé. On n'est pas sur une innovation technologique. Oui. L'innovation est plutôt sur le service rendu. Et on va fournir, on va vendre de la chaleur, des calories, donc en tant que collectivité, à des clients privés. Donc ça, on sait le faire sur des réseaux classiques. Là, on mixe pas mal de choses. L'enjeu, il est aussi par rapport aux présentations précédentes où on a une maîtrise de la ressource. Là, nous, on a une maîtrise du projet qui est assez limitée puisque c'est un projet d'aménagement, un projet urbain. Et donc, on est aussi lié au calendrier d'arrivée du métro, au calendrier de développement de l'opération d'aménagement. Donc, ça fait qu'on est aussi tenu d'être dans un rythme très contraint pour pouvoir ne pas bloquer les autres projets. C'est la complexité de cet enjeu. Oui, bien sûr. Je me posais la question, Monsieur Duthard, est-ce que vous avez parlé de réhabilitation, de reconstruction de la zone d'activité concernée? Est-ce que justement ce projet fait l'objet d'une concertation avec les opérateurs privés qui peuvent être concernés, ou est-ce que ça fait l'objet d'un règlement politique local? Comment ça s'est décidé? Alors, il y a les deux, j'ai envie de vous répondre. D'accord. En fait, on a donc une zone d'activité qui a une cinquantaine d'années. Donc, les bâtiments ont une cinquantaine d'années et ont des systèmes de chauffage ou de rafraîchissement qui ne sont pas tout à fait compatibles avec des circuits classiques qu'on retrouve maintenant pour équiper ces bâtiments. Donc, sur les bâtiments anciens, on peut difficilement raccorder ce type de service. Mais comme la zone est en reconstruction, c'est l'opportunité qu'on a. C'est que les bâtiments neufs, aujourd'hui, nous, on maîtrise le foncier. Et donc, avec les promoteurs qui viennent s'installer, on négocie le fait qu'ils conçoivent des équipements raccordables à cette D'accord, donc ça fait partie des contraintes du cahier des charges Tout à fait. Départ. Alors, ça peut être dit contrainte, mais aujourd'hui, ils le voient plutôt comme une opportunité. Oui, j'imagine. Oui, parce qu'il y a un retour sur investissement pour eux aussi. Alors, pour eux, c'est un retour sur investissement qui est même pas réfléchi comme ça. C'est qu'aujourd'hui, ils viennent juste devenir clients de cette boucle d'eau tempérée. Je ne l'ai pas dit, mais votre projet, il a été étudié depuis 2 ou 3 ans, maintenant 3 ans. Et donc, on a un objectif de fournir de l'énergie à un coût plus compétitif que ne l'est le gaz, par exemple, aujourd'hui. C'est quelque chose qui, en dehors de l'intérêt environnemental et climat de ce projet-là. Ça leur parle, en tout cas. Leur parle, en plus. En plus, on leur amène le service, tout compris. Donc, on entretient les échangeurs, etc. Tout est compris dans le tarif. Du coup, ils sont vraiment en mode client. Alors, si la technologie est éprouvée, vous l'avez dit, le concept lui-même, comment dirais-je, confie nos prototypes quand même d'une certaine manière. En fait, chaque fois qu'on est sur ce type de projet, on confie nos prototypes du fait qu'on a quelque chose de sur mesure par rapport à l'opération d'aménagement. C'est très difficilement renouvelable, en tout cas à l'identique à chaque fois. Je vous l'ai dit, on a déjà d'autres réseaux de chaleur sur le territoire du Sicoval qu'on gère en régie. Chaque opération est assez différente. La technologie, on peut y retrouver beaucoup de similarités, mais concrètement, la conduite de projet est très, très différente à chaque fois. Merci beaucoup, Monsieur Duthard. Je vais encore abuser de votre gentillesse dans vos réponses aussi circonstanciées pendant que vous avez le micro. Je me posais la question tout à l'heure. J'imagine que ça a dû traverser l'esprit à un moment donné des concepteurs, mais vous avez cité des utilisateurs potentiels, on va dire des clients à terme, qui sont dans le domaine du numérique et qui ont besoin plutôt de rafraîchissement que de chauffage. Et même, on peut même se poser la question, ils sont eux-mêmes producteurs de chaleur, puisque c'est l'une de leurs difficultés aussi que de dissiper cette chaleur. Et est-ce que, quelque part, à un moment donné, vous avez imaginé la récupération de cette chaleur localement? Alors oui, sur Enova, on a un data center donc qui est producteur de chaleur et qui est consommateur d'énergie pour rafraîchir ses ordinateurs. C'est quelque chose qui est étudié. La théorie est belle. La pratique, sur les data centers, il faut imaginer qu'on est sur des lieux qui sont malgré tout qui ont peu de visibilité dans le temps. L'informatique évolue très vite, les data centers changent de place, même si on n'imagine pas ça. Les volumes diminuent. Et donc on l'a vu, les temps de retour sont calculés sur 10-15 ans sur ces projets d'énergie renouvelable. Et aujourd'hui, ce sont des interlocuteurs avec qui on n'a pas réussi, nous, en tant que collectivité, à mettre en place des projets territoriaux. Quand ça vient d'eux et que ça fait partie de leur programme industriel, on arrive à... Mais quand ça vient de la collectivité, leur temps de retour, leur réflexion, leur capacité à
contractualiser sur plus de 10 ans. C'est un problème de visibilité. Quasiment nul. Oui, bien sûr. Oui. Merci pour cette réponse complémentaire. Je vais demander dans un instant à la régie de nous faire parvenir éventuellement quelques questions qui auraient pu être posées par le chat ou sur le chat à votre attention. Monsieur Sperandio, je n'avais pas de questions particulières pour vous, mais vous m'en avez suggéré comme ça au fil de l'eau, c'est le cas de le dire, sans jeu de mots. Vous êtes intéressé beaucoup justement aux matériaux, aux éléments que vous pouviez récupérer. Vous avez cité le fer, le phosphore, des résidus azotés également, etc. J'imagine que même si on sort un petit peu du champ de l'eau et de l'énergie, ça fait partie du bilan global, je suppose, que de récupérer ces matières nobles aussi, quelque part, pour demain, pour l'agriculture ou autre. Oui, alors tout à fait. En fait, si on regarde les travaux qu'on a pu mener, notamment avec une dernière thèse récente, on compare les différentes approches qui consistent à récupérer de la matière ou de l'énergie dans ces différentes eaux usées et les différentes solutions pour arriver à ce résultat. En termes de gaz à effet de serre, vous savez que notre production électrique étant relativement décarbonée en France, il y a effectivement un gain qui peut être assez important à recycler de la matière et à substituer par exemple des fertilisants qui sont produits par l'industrie chimique aujourd'hui à grand renfort d'énergie. Une énergie qui, elle, n'est pas décarbonée. Quand vous produisez, par exemple, de l'engrais azoté par le procédé Haber-Bosch, c'est du gaz naturel, c'est des choses qui sont très impactantes. Au départ. Exactement. Et on se rend compte que l'impact d'une réduction de consommation électrique sur une station, en France en tout cas, avec notre mix énergétique, finalement, en termes de gaz à effet de serre, il a beaucoup moins d'impact que le fait de substituer, par exemple, la ressource azotée en engrais par rapport à l'engrais chimique. Sur le phosphore, c'est un peu différent, mais là, on a d'autres enjeux qui sont derrière, qui sont le fait que les fertilisants phosphatés sont issus de ressources minières et qu'aujourd'hui, on s'inquiète, l'Europe s'inquiète parce que ces ressources sont évidemment limitées. D'avoir de leur pérennité, de la fragilité politique aussi. Exactement, des instabilités concentrées dans quelques pays dans le monde avec beaucoup de variations potentielles sur les coûts. Et l'Europe n'a pas cette ressource. Donc, effectivement, la question du phosphore, on dit qu'environ 20% du phosphore que l'on consomme en France, par exemple, pourrait être récupéré dans les stations d'épuration. Ça reste quand même limité. On ne résoudra pas tous les problèmes de l'agriculture et de la fertilisation avec les effluents, mais ça fait partie des outils quand même à développer. En tout cas, de tout temps, il vaut mieux retrouver ce phosphore dans nos champs que dans les cours d'eau, par exemple. Tout à fait. Tout à fait. Et je dirais aussi valoriser l'azote plutôt que de consommer beaucoup d'énergie en le renvoyant dans l'atmosphère. Donc il y a là aussi des pistes, mais dont la rentabilité évoluera dans le temps, j'imagine, selon les contraintes géopolitiques, notamment, comme vous venez de le rappeler, ou purement énergétique. Merci beaucoup pour cette réponse, cette précision. Madame Ducrot, j'ai juste envie de vous poser la question que ne manqueront pas de vous poser les élus qui viendront visiter votre station depuis votre belvédère. C'est que certes, vous envisagez une réduction de plus de 50% des boues, en masse, j'imagine, ou en volume ou en masse, je ne sais pas, à peu de choses près. Que deviennent les résidus des boues eux-mêmes, puisque j'imagine que là aussi il y a un certain nombre de caractéristiques qui demandent une attention particulière. Alors est-ce que les flux sont les mêmes qu'avant ou est-ce que c'est traité différemment ? Alors aujourd'hui, sur l'année 2020, la production de boue sur Ginestou a été de l'ordre de 17 000 tonnes de matière sèche. On part en matière sèche pour les boues sur l'année. Avec 50% de réduction, donc on descend à 8 000, 9 000 tonnes de matière sèche. Aujourd'hui, le traitement des boues, il est existant. C'est-à-dire qu'en 2020, on était capable de traiter 17 000 tonnes de boue sur Ginestou. Donc les moyens mis en œuvre à Ginestou pour traiter ces boues sont une filière d'incinération. On a deux fours d'incinération, on a deux fours d'incinération, un four d'incinération et 2 lignes qui est capable de recevoir, de traiter 8000 tonnes de matière sèche. Et donc ensuite, on avait un mix entre la plateforme de compostage de boue et un séchage thermique des boues. Et donc la plateforme de compostage de boue disparaît. D'accord, oui, ça vous l'aviez dit tout à l'heure. Oui. Les incinérateurs sont capables de recevoir 8000 tonnes de boue. Et la production attendue pour 2021, elle est autour de 8000. Donc normalement, les incinérateurs vont être suffisants, en tout cas
pour la première année pour traiter les boues produites sur Ginestou. Et actuellement, nous sommes en train de renouveler le sécheur donc, par un nouveau sécheur thermique basse température qui sera donc le deuxième système de traitement, donc qui fiabilise le traitement des boues sur Ginestou, donc qui nous permettra d'obtenir des boues séchées à 90% de siccité. Et là, pour le moment, on part pour le moment sur un retour à la terre. Après, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le retour à la terre, l'épandage est mis en péril par la situation actuellement sanitaire. C'est vrai que les boues ont été particulièrement visées dans le cadre de la crise Covid. Aujourd'hui, en tout cas, l'incinérateur est la file prioritaire. Et ce que je n'ai pas précisé, c'est que l'incinérateur est la source d'énergie qui permet en fait l'hydrolyse thermique et la rentabilité d'une partie du projet de méthanisation. À savoir qu'on récupère en fait l'eau surchauffée issue des incinérateurs et on chauffe donc les boues de l'hydrolyse thermique à 140 degrés. On les monte en chaleur en vaporisant l'eau surchauffée issue des incinérateurs. Donc là aussi, il y a une boucle énergétique vertueuse. Voilà. Très bien, merci pour ces précisions. J'interroge de nouveau la régie juste avant de terminer notre tour d'horizon sur ce sujet pour lequel vous avez été très clair et très pédagogique. Pas de questions particulières. Alors, je me suis fait le porte-parole à ma façon de certains participants qui auraient pu vous poser ces mêmes questions. Merci à vous, merci mesdames, messieurs pour votre présence physiquement, vous qui avez bien voulu venir jusqu'à nous sur ce plateau de Cyclo Toulouse 2021. Merci pour vos présentations et puis je précise, comme je l'ai déjà fait en d'autres conférences, que vos coordonnées sont disponibles sur le site Cyclo, sur la chaîne YouTube sur laquelle nous pourrons vous retrouver en différé. La session étant enregistrée, on pourra vous consulter et réécouter vos présentations qui, j'espère, auront le plus d'écho possible à l'avenir compte tenu de l'intérêt de vos expériences respectives. Merci beaucoup, bonne continuation et bonne fin de journée. Merci. Merci. 3, 2, 1.